J'ai pas envie de pas y aller. On va parler de moi? J'ai pas envie de pas y aller. Pourquoi je dois toujours prendre ça? On va parler de moi? C'est quand Noël? Oui, je peux la passer à la Ah, non, mais moi j'avais les poids avec. J'ai l'hôpital de jour pour toi. Bonjour, bienvenue à la FS. Je vous en prie, installez-vous, on va vous recevoir. Alors l'association La Nouvelle Force, c'est une histoire riche, comme beaucoup d'associations qui se sont créées dans l'après-guerre, au moment où la situation était très difficile pour un certain nombre de familles, d'orphelins, d'enfants délaissés, et il y a eu un mouvement associatif très très fort dans les années 50-60, où il y avait besoin de créer un certain nombre de structures d'aide, d'accompagnement, d'accueil. Et l'association La Nouvelle Forge, comme beaucoup d'autres associations, s'est créée dans ce mouvement-là. C'est une association de santé mentale qui intervient en fait à la fois dans le champ médico-social et dans le champ sanitaire, et qui a différents établissements, des centres de consultation qui s'inscrivent à la fois dans le sanitaire et dans le médico-social, des établissements de type IMPRO, ITEP, ESAT, enfin toute une panoplie d'établissements qui accueillent enfants, adolescents et adultes. L'équipe se compose de 14 assistantes familiales, 3 éducatrices à temps plein, une psychologue à temps plein, une assistante sociale à mi-temps, une secrétaire à temps partiel, une chef de service et une directrice. Concernant les assistantes familiales, elles ont tout un agrément qui est délivré par le conseil départemental de l'Oise. Ensuite, elles sont embauchées par l'association La Nouvelle Forge et sont salariées comme les autres membres de l'équipe. Ça fait 4 ans que je travaille avec le service à la FS et on m'a confié un enfant autiste. J'avais jamais travaillé avec les enfants autistes. Donc j'ai voulu avoir énormément de formation parce que l'enfant ne parlait pas, ne faisait que d'hurler et j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Donc j'ai enchaîné formation sur formation avec aussi bien comprendre sur les regards de l'enfant, sur la façon dont il voulait que je m'occupe de lui, que je lui caresse le dos de façon à ce qu'il se calme. Donc j'ai fait aussi PEC. Celle qui m'a le plus intéressée, c'était apprendre à voir son regard. Quand il voulait quelque chose et puis qu'il ne savait pas le dire, simplement suivre son regard et je comprenais ce qu'il voulait. C'est le plus fort de notre travail, voilà. Et celui où on est le mieux à percevoir l'enfant. C'est l'enfant. Cette observation et puis cette grande tolérance qu'il faut pour accepter cette grosse différence. Et puis bon, ça laisse un épanouissement à l'enfant parce que il se sent compris et ça favorise cet accompagnement au quotidien. Je me posais beaucoup de questions le soir après avoir suivi ces formations sur tout ce qui est de repérer comment il va, pourquoi, quel était l'univers, quel était le bruit qui pouvait le déranger. Enfin, toutes ces questions en formation, toutes ces théories, nous on les remet en pratique sur le terrain et c'est comme ça qu'on avance et qu'on comprend l'enfant et qu'on va à sa rencontre pour mieux cadrer. Pour mieux l'entourer, pour l'accompagner, pour accepter cette différence et pour qu'il se sente bien aussi. La formation, pour moi et pour mes collègues, je pense, c'est le complément professionnel de notre quotidien. Alors, on arrive à la FS, le plus souvent, ce sont des partenaires extérieurs, soit des médecins, des psychologues ou
des éducateurs, enfin des équipes qui travaillent en centre de consultation ou dans des établissements médico-sociaux, qui en amont ont travaillé avec une famille, avec des parents, l'idée de faire une orientation vers notre service. Ils prennent rendez-vous, ils viennent nous rencontrer, ils viennent nous parler de la situation. Et là, on évalue tous ensemble si ça va être une indication d'AFS travaillable ou pas. Une fois qu'il y a eu cette étape-là, si on pense que c'est tout à fait intéressant pour cet enfant de bénéficier de cet outil, on demande à ce que les parents prennent un rendez-vous, on les reçoit avec leur enfant et on leur présente notre service. Ensuite, ils confirment ou pas la demande qui est la leur, puisque c'est toujours à la demande des parents qu'un enfant arrive à l'AFS. S'ils nous le confirment en équipe, pense à quelle famille d'accueil va pouvoir accueillir cet enfant, alors en fonction des autres enfants qui sont déjà présents dans la famille d'accueil, en fonction de l'appétence que peut avoir aussi une collègue assistante familiale à travailler davantage, plus facilement avec tel enfant. Dans le travail, je me sens plus la fibre pour stimuler un jeune qui est un peu déficient, qui a des difficultés à comprendre les choses, dans la lecture, dans la compréhension de la vie. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec un jeune qui a besoin d'être stimulé qu'avec un jeune qui est très agité, des comportements qui débordent, à remettre un peu le cadre. Je suis plus dans la stimulation, enfin vraiment je me sens plus à l'aise dans la stimulation du jeune que dans le frein, quoi, dans le remettre le couvercle un petit peu pour que ça se calme. Plus de difficultés avec ça. Alors, les jeunes que nous avions dans le service présentent des difficultés très différentes dans des registres variés. Nous accueillons des jeunes qui s'inscrivent plutôt dans le registre des troubles envahissants du développement, donc on va étiqueter autistes. D'autres, au contraire, sont plus dans des registres comme ça de troubles de la personnalité et ou du comportement, avec aucune déficience associée. D'autres encore sont plutôt des jeunes qui sont dans des ruptures scolaires en fait et qui ont besoin d'un accompagnement et de se mettre à distance de leur famille pour pouvoir réintégrer l'école. C'est une jeune fille avec des troubles du comportement, elle est quelquefois insultante, quelquefois agressive, elle est beaucoup dans la provocation. C'est une jeune fille qui a beaucoup de problèmes aussi scolaires, donc on se bat avec elle pour essayer de l'aider à apprendre un petit peu et à écrire tous ses devoirs. C'est une jeune fille qui a besoin de cadre, qui refuse le cadre. C'est aussi une jeune fille qui aussi peut être agréable quand elle en a envie, quand elle se sent bien. Il y a des enfants et des adolescents également qui seront plus autour, j'ai envie de dire, des problèmes, vraiment des troubles psychiques. Donc là, c'est vraiment des accompagnements très 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 pointus. J'ai rencontré aussi et il apportait à sa famille ce qu'il avait chez moi. Je pense qu'il ne prenait pas pour voler, il prenait parce qu'il sentait que ses parents avaient besoin de quelque chose. Donc c'était des trucs tout bêtes, du papier WC, un paquet de café. C'était vraiment, je pense, pour faire plaisir à sa famille. Sachant quand même qu'il y a un tronc commun à toutes ces difficultés, malgré tout, dans cette population accueillie, c'est la difficulté familiale, la souffrance familiale, la douleur familiale. On est là pour reprendre ces choses, travailler les représentations. Les groupes de parole ont lieu depuis longtemps maintenant dans le service. Ils ont été mis en place vraiment pour favoriser l'échange dans la pratique, c'est-à-dire pour éviter la sensation d'isolement des assistantes familiales dans les problématiques des jeunes et comment elles peuvent interroger leurs gestes professionnels en toute sécurité, parce que ces groupes sont confidentiels bien sûr. Ça favorise aussi des propositions, c'est-à-dire que quand on se sent plus seul dans sa pratique, on entend aussi l'autre dire on pourrait faire comme ça, ou tiens, et pourquoi pas essayer de faire autrement aussi. Il y a toute la dynamique groupale qui fait qu'elles s'appuient les unes sur les autres en fait pour supporter certains symptômes qui sont parfois très, très douloureux.
Alors, aujourd'hui, donc c'est notre dernier groupe de parole de l'année. Par rapport à la situation que vous aviez évoquée la semaine dernière, Madame Villain, comment ça se passe? C'est toujours un petit peu difficile, il a énormément de mal à accepter la situation. Maintenant que son père va se marier, donc ça le travaille beaucoup. Et donc il est perturbé. Pour vous aussi en ce moment, vous entendez parler des vacances ou des rapprochements familiaux? Les jeunes, ils ne veulent pas y aller en vacances. Il ne veut pas aller en vacances, il ne veut pas aller en colonie. Pour lui, c'est quelque chose qui... voilà, il se demande pourquoi il ne peut pas rester à la maison et ça ne lui plaît pas d'aller en colonie. D'accord. Là, c'est plus la séparation d'avec vous plutôt qu'effectivement de retrouver ses parents, parce qu'en l'occurrence, il ne les retrouve pas. Là, Voilà, c'est ça. La collectivité et loin de vous. Ouais, je pense que c'est un nouveau lieu qu'il ne connaît pas et que du coup, c'est toujours angoissant pour lui d'aller dans quelque part. Je suis où demain, déjà? L'astreinte est un outil très très important. On en a, nous, en tant qu'assistante familiale, on a vraiment besoin. Quand l'enfant il se sent pas bien, qu'il est angoissé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa journée, on a besoin d'un regard extérieur. Et en appelant l'astreinte, elle fait tiers. Donc des fois par téléphone ça suffit, ça permet de calmer, d'enlever les angoisses du jeune, et des fois ça suffit pas. Et du coup elle vient à la maison et c'est vrai que pour nous ça évite de mettre en péril l'accueil. Et ça, c'est vraiment, faut vraiment le souligner parce que c'est vraiment très important. En astreinte, on peut être aussi amené à rassurer les parents. Très souvent, les parents, on leur propose, en tout cas dans un moment d'inquiétude ou d'angoisse, de nous appeler sur des temps de soirée. En tout cas, c'est possible qu'ils puissent nous appeler pour savoir comment va leur enfant. Donc en général, je prends l'exemple d'une mère qui appelle très souvent parce que il y a une angoisse qui monte et elle a besoin d'être rassurée, donc elle nous appelle. Nous, on appelle l'assistante familiale, on discute avec l'enfant souvent, pour savoir comment s'est passée sa journée. Donc en tout cas, on constate que tout va bien et puis on rappelle les parents pour leur permettre de se rassurer et d'être plus tranquille. Bien sûr aussi dans cette pratique de groupe, on est là pour vraiment cibler les prises en charge, c'est-à-dire il y a une guidance professionnelle aussi quand même, c'est important comme notion parce que certaines pathologies demandent nécessairement une telle vigilance qu'effectivement il y a des outils qui favorisent que les interventions soient bien contenantes et apaisantes pour les jeunes, quelle que soit leur souffrance ou leur difficulté en fait. Et puis c'est un groupe de parole aussi, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut se dire que tiens, je vais m'en sortir là aujourd'hui en tant qu'assistante familiale et en même temps j'ai envie d'en parler en groupe parce que j'avais jamais rencontré cette situation ou parce que j'ai envie de partager cet événement-là parce que ça m'a posé plein de questions. C'est-à-dire qu'elle a de moins en moins de mal à faire sa toilette toute seule. Ça fait quand même 4 ans que je l'accompagne dans la salle de bain. Donc avec des gestes, des paroles, et là elle commence à comprendre le fonctionnement. D'accord. C'est de mieux en mieux. Ok. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire ça aussi, Madame Ludier, sur la question du miroir avec une des jeunes que vous accueillez dans la toilette, la guidance d'une certaine façon? Oui, je trouve qu'il y a d'énormes progrès et de plus en plus d'autonomie et je fais ouf aussi, ça commence à devenir... Vous êtes toujours dans la question du miroir? Je suis toujours dans le miroir. D'accord. Mais bon, dans le miroir, mais moins avec les paroles. D'accord. J'accompagne beaucoup moins avec les paroles et je trouve que elle a fait d'énormes progrès. Et est-ce qu'il y a par exemple des moments où, comme c'est un peu ritualisé, j'imagine, est-ce que du coup elle peut faire elle-même un enchaînement? Oui. Alors c'est assez amusant là. Elle a voir parce qu'elle prend sa Charlotte, elle met sur sa tête, elle prend le bain moussant, elle le met sous le bras et elle va comme ça à la douche. D'accord, donc effectivement. Et elle le pose, mais c'est amusant de la voir comme ça. Voilà, et elle ouvre la douche, c'est après le geste juste pour laver le visage, laver le corps, où il faut que je mime. D'accord.
Ça me fait aussi penser, Madame Cochet, aussi au fait que un des jeunes que vous accueilliez, au départ on craignait le fait qu'il soit seul dans la salle de bain, parce qu'il avait peur de l'isolement, etc. Où est-ce qu'on en est avec lui aujourd'hui? Bah, c'est pareil, il est autonome, il prend sa douche tout seul, il arrive même à fermer la porte de la salle de bain. Okay. Et il est ritualisé, par contre c'est toujours à la même heure. D'accord. Il ne faut pas louper l'heure. Okay. J'ai une histoire avec un grand ado qui mesurait 2 mètres, qui pesait 140 kilos, qui est arrivé chez moi à 17 ans. Et en fait, lui, il était très corpulent forcément. Et quand il allait à la douche, j'entendais l'eau couler. Il sortait. Je lui disais, t'es sûr que tu as pris ta douche? Il me disait, oui, oui. Puis il me sent. Alors il me tendait toujours un bras. D'accord. Genre sent. Alors je sentais, effectivement, ça sentait le savon. Puis quand je lui disais, et l'autre, il le gardait en arrière. Donc je lui ai expliqué que c'était un beau garçon, 17 ans, que voilà, socialement, avec les petites copines et tout, c'était quand même bien d'avoir autre chose qu'un bout de bras qui sente bon. Très bien. Et puis de fil en aiguille, il a fini effectivement par prendre soin de son corps de la tête aux pieds, même si c'était une grande surface. On entend parler du quotidien dans la famille d'accueil, c'est-à-dire aussi la présence des enfants, des associations familiales, des époux, c'est important aussi, hein, effectivement. Le quotidien en famille, et ça donne vraiment des perspectives après pour comprendre comment le jeune il peut occuper sa place, et s'il peut l'occuper, et si vraiment il est autorisé à la prendre. Voilà, ça c'est important aussi, c'est des notions qu'on travaille régulièrement. Je pense que les activités sont très importantes, mais surtout, enfin, pour moi qui accueille des enfants autistes, c'est surtout la piscine qui est importante. L'eau pour elle c'est très important parce qu'elle sort sa langue et l'eau qui coule sur sa langue, ça lui fait des sensations et c'est vrai que dans l'eau, beaucoup de débats, beaucoup d'éclaboussures, beaucoup de jeux et un sourire sur le visage, ça vaut tout l'or du monde, c'est vraiment... Sinon, on fait aussi de la trottinette, on fait des promenades, bien sûr, et puis de la lecture. J'ai fait la lecture le soir, et voilà. Puis sinon, avec les autres, je fais aussi du vélo, aussi la trottinette. J'ai aussi ma trottinette personnelle pour aller faire de la trottinette avec eux, hein, ce qui est tout à fait normal. Et puis, on joue aux boules, aux raquettes. Je pense que leur faire des activités, c'est important. Moi j'ai beaucoup d'animaux à la maison, donc le contact avec les animaux c'est très très important et du coup ça leur apporte énormément. Ça permet de pouvoir les valoriser dans des activités, de pouvoir leur donner un peu de bonheur en disant bah tiens tu viens on va aller caresser le cheval ou on va aller le panser. Du coup il est content parce qu'il arrive à faire des choses et puis nous ça nous permet de comprendre comment ils fonctionnent aussi des activités. J'ai pas envie de pas y aller et puis c'est tout. Pourquoi je dois prendre tous les jours ça? Pourquoi c'est pas tous les jours pareil? C'est demain ou après-demain que je reviens? Pour les assistantes familiales, quand est-ce qu'elles sentent que là, les conduites des jeunes sont trop douloureuses ou trop difficiles à gérer, et là, à ce moment-là, comment les unes avec les autres, elles peuvent dire, moi je sais quand ça va pas bien, je peux ressentir ceci ou cela, et hop, là, il y a des échos qui se font, et vraiment une dynamique qui se crée, et à ce moment-là, vraiment c'est un partage de la pratique qui rend une perspective très professionnelle en fait et qui permet de donner cette notion de on est tous partenaires dans le service. Voilà. Il n'y a pas des intervenants plus ou moins importants, absolument pas, on est tous égaux dans notre pratique et on échange sur qu'est-ce qui se passe en famille d'accueil. On a fait une nuit de contact, donc pour le moment c'est encore... c'est tout frais, quoi. Alors, comment ça s'est passé, cette nuit de contact? Compliqué. Compliqué. Oui. Compliqué. Elle s'est relevée plusieurs fois. Elle voulait pas aller dormir. Elle s'est mise beaucoup dans les escaliers, ou dans le couloir, parce qu'elle voulait absolument pas aller se coucher. Ouais. Donc jusqu'au bout, on a tenu. J'ai tenu. Toutes les deux, on a tenu jusqu'au bout, tard dans la nuit, ouais, pour pouvoir. Vous la sentiez angoissée? Ah oui. Ouais. Ah oui. Et puis elle pleurait. D'accord. Donc voilà, j'ai pu la réconforter, surtout la rassurer. Et puis ensuite, on a pu lire une histoire. Ça l'a calmée. Et puis, mais à un moment donné, il a fallu que je dise stop. Les jeunes accueillis ont besoin de repères, ont besoin d'un milieu sécurisant. C'est ce qu'on essaye d'apporter à l'enfant, un cadre pour qu'il puisse se sentir apaisé. On
On essaye par exemple que pour rentrer dans la chambre d'un autre, on frappe, même moi ou mes enfants ou les autres enfants vont frapper à la porte pour respecter son intimité. Oui, on leur apprend plein de choses de toute façon. Aussi la politesse, dire bonjour, merci, s'il te plaît, ça fait partie aussi du cadre de la maison et même dire bonjour aux autres enfants qu'on accueille. Puis je pense que d'avoir des rituels, d'avoir toujours à peu près à la même heure, d'être... ça leur donne un milieu sécurisé et pour eux, ils peuvent se poser, ils peuvent être bien, voilà, et puis du coup pouvoir avancer. L'essentiel de petites choses, mais tellement important pour le bien-être de l'enfant. Donc le travail avec la famille, il débute, on l'a vu dans le processus d'admission, les premiers rendez-vous qui sont avec l'équipe et aussi avec la famille d'accueil. Il faut savoir que c'est juste au moment avant l'admission que les parents et famille d'accueil se rencontrent. Après, ils n'ont plus du tout de contact. C'est l'équipe pluridisciplinaire qui vient faire tiers. Et l'objectif quand même de l'accueil familial, outre ce qui est la base, c'est-à-dire d'accueillir dans une famille d'accueil et de travailler avec un enfant au quotidien sur un certain nombre de repères, c'est tout le travail qu'on fait aussi à côté avec l'enfant, avec ses parents, par le biais d'entretien, de rendu compte de ce qui se passe en famille d'accueil et chez les parents dans les jeux des allers-retours. On travaille tout ça avec pour objectif, en tout cas d'interroger les relations intrafamiliales qui sont possiblement à améliorer ou pas, mais en tout cas en parler. Rencontre avec un jeune qu'on ne connaît pas, je pense qu'on est aussi ému et angoissé que le jeune, oui. Parce qu'on voilà, c'est la rencontre, on se demande et ce premier moment, il est souvent magique. C'est vrai qu'un des axes de notre travail à l'AFS, c'est de faire une différence entre la substitution et la suppléance. C'est-à-dire que notre service, il n'est pas sur des référents substitutifs comme on peut imaginer la question des nounous. Il fut un temps où effectivement c'était la question du bénévolat, où elles accueillaient comme ça des enfants en souffrance, où elles devenaient des mères nourricières remplaçant le parent. Nous, on est vraiment du côté du registre de la suppléance, c'est-à-dire que les parents ont leur place, ce sont des partenaires dans la prise en charge quand ils sont présents. Les rencontres de travail avec les parents sont aussi très importantes pour l'éducateur, puisque l'éducateur ou l'éducatrice vont régulièrement au domicile des assistantes familiales, ils voient évoluer leur enfant, ils voient vivre leur enfant, et les parents le savent, et pour les parents, c'est un côté extrêmement rassurant, et ils apprécient beaucoup de pouvoir échanger avec nous au sujet de ce que justement on observe, de ce qui se passe pour leur enfant, de ce que vivent leurs enfants chez l'assistante familiale. C'est demain ou après-demain que je reviens. Mais il arrive quand le taxi? T'es pas mon parent. Pourquoi demain c'est toujours demain? Bon, ils nous comparent beaucoup à leur famille. Enfin, ça c'est pas facile de dire moi je suis pas ta mère et je fais pas pareil qu'elle, mais elle fait aussi bien que moi, mais d'une autre façon, parce que ça on a beaucoup de comparaisons par rapport aux parents. On sait que ce ne sont pas nos enfants, que c'est les parents qui confient au service les enfants, donc c'est toute décision revient aux parents. Oui. Ils ont complètement l'autorité parentale. Et puis pour chaque document, pour chaque chose, de toute façon, on en réfère au service et le service en réfère aux parents tout le temps. Et parfois aussi, les enfants peuvent nous demander de venir. Très souvent, j'entends les enfants qui disent « Quand est-ce que tu viens en famille d'accueil me voir ?» Voilà, donc on essaye un peu de tricoter. En fait, le travail d'éducateur, c'est un peu du tricotage, en essayant d'écouter ce que disent l'assistante familiale, ce que disent les parents, ce que peut nous dire l'enfant dans nos différents accompagnements avec lui, de ce que peuvent nous dire les différents partenaires aussi, et puis on essaye de tisser cette toile là, ou de tricoter un pull, je ne sais pas, pour essayer de rassembler un peu toutes ces idées et d'imaginer un accompagnement personnalisé. Voilà. On va parler de moi? Pourquoi je dois toujours prendre ça? On va parler de moi?
J'ai pas envie Pourquoi de je pas y dois toujours aller. prendre ça C'est pas toujours pareil. On va parler de moi? Je suis obligée de prendre Pourquoi ça. je C'est dois pas toujours prendre pareil. ça? C'est quand Noël? Je suis obligée de prendre ça. Je suis où demain? C'est pas Déjà. toujours pareil. C'est quand Noël? C'est quand Je suis obligée de prendre ça. Déjà. On dit toujours quand tout à Noël? l'heure. Mais c'est quand tout à l'heure? Déjà. On dit toujours tout à C'est où l'heure. qu'on va aller aujourd'hui? Mais c'est quand tout à l'heure? Tu pars ou tu reviens? On dit toujours tout à l'heure. Mais c'est quand tout à l'heure? tu reviens? Je comprends. C'est où qu'on va aller aujourd'hui? On va J'ai parler pas de moi envie de pas y aujourd'hui. aller. Et puis Tu c'est reviens? Je comprends. Je dois prendre On va parler de moi aujourd'hui. J'ai pas envie de pas y Pourquoi aller. c'est pas tous les jours Pourquoi je dois pareil? prendre tous les jours ça? Noël? On va parler de moi aujourd'hui. c'est pas tous les jours ou pareil? après-demain que je reviens? Pourquoi je dois Noël? prendre tous les Bon, jours bah, ça? c'est maintenant tout à C'est l'heure. demain ou Pourquoi c'est après-demain pas que que je je reviens reviens pareil? pareil? Bon bah c'est Quand maintenant Noël? tout à l'heure. Je pars ou je reviens? Je comprends rien. Bon bah c'est maintenant tout à Je l'heure. pars ou je reviens? Je comprends rien. Mange. Mais il arrive quand le taxi?